Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Un épisode qui nous emmène dans un temple de la gastronomie niché au cœur de l'Alsace, dans le village de Kaysersberg. Vous le savez, c'est ici qu'on trouve Olivier Nasty. Voilà un moment que je voulais découvrir son univers et venir au Chambar, et ce, pour plusieurs raisons. Commençons par les plus évidentes. La table d'un chef qui porte un col bleu, blanc, rouge et affiche 2 étoiles Michelin nourrit forcément une petite curiosité, mais j'ai souvent entendu à son propos des récits qui m'emmenaient en forêt, à la chasse. Car c'est une caractéristique du chef et le trait de sa cuisine ici. On fait la part belle au gibier et ce, quelle que soit la saison d'ailleurs. Je dis ça car justement, il n'y a pas de saison pour découvrir la cuisine d'Olivier Nasty. Et qu'on parle d'un cerf ou d'un poisson, il faut y aller sans hésitation. Le Chambar, c'est devenu une institution, un endroit d'hospitalité adossé à la colline, une sorte d'écrin de réconfort dans ce village qu'on dirait dessiné par un créatif de chez Disney. Tout y est beau, c'est un décor de ciné et, autour de sa table, Olivier Nasty a ouvert une Weinstube, sorte de bistrot typique alsacien, une boulangerie formidable et une chocolaterie qui mérite à elle seule le voyage. Il ouvrira dans quelque temps une boucherie, mais on en parlera plus tard. Bref, Olivier Nasty est à Kaysersberg, chez lui, et ils ont de la chance, les voisins, de pouvoir disposer ainsi de plusieurs entrées pour découvrir son univers. Alors, on a parlé de chasse, et si vous n'aimez pas l'idée, eh bien restez, car vous allez entendre la vision du chef et la manière dont il traduit la discipline dans sa cuisine. Moi, je suis pas contre, mais sur le papier, je suis plutôt pour qu'on laisse les animaux tranquilles. Mais là, pour l'avoir écouté, pour avoir goûté aussi, je vais pas vous mentir, j'ai juste envie d'y retourner. Tiens, je vous ai pas déjà parlé de ce tartare de cerf, caviar et de ce glaçon de gin ? De cette tombe aussi, car on n'oublie pas les lacs, chevalier immergé dans une cire d'abeille chaude qui va le cuire, refroidir, durcir, avant de libérer sous nos yeux le poisson parfait qui n'attend que les mains du maître, ses sauces ou ses condiments. Anguille dressée comme jamais, poulard de jus d'escargot. Ici, on est dans une maison qui sait vous prendre par l'épaule et vous emmener dans les pas du cuisinier. Car ce qui frappe, c'est de voir à quel point on atteint le niveau d'une cuisine technique, sans faille, sans perdre une once de personnalité. On est là dans une maison incarnée. On sait, on sent le geste. Ici, il y a quelque chose à exprimer. Moi, c'est David Ordonneau et vous le savez, niveau expression, c'est au chef que je cède la place. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast est ainsi sobrement nommé, pour que des Olivier Nasty viennent un jour s'asseoir face à moi dans une salle garnie de trophées, massacre dit-on aussi parfois, histoire en tout cas, suspendues les unes à côté des autres. Vous allez découvrir un chef dont le regard simple et bienveillant accompagne un tempérament exigeant, rigueur d'un jeune garçon depuis toujours travailleur, observateur et débrouillard qui allie la clarté d'une vision à l'intelligence d'une main remarquable. Je pourrais continuer longtemps car il fait partie des rares capables d'émouvoir. Il y a quelques mois donc, je suis allé au Chambar et depuis, je me demande si j'en suis vraiment parti. Voici l'histoire d'Olivier Nasty. Mon rêve de gamin, c'était de gamin cuisinier. C'était de devenir meilleur ouvrier de France et puis d'avoir une maison un peu comme celle-ci, familiale, professionnelle en même temps, là où on peut s'exprimer, et puis d'avoir une hôtellerie adossée à ce restaurant pour pouvoir accueillir des clients. Je pense qu'une hôtellerie vous permet de raconter une histoire à votre client parce que vous le gardez à vos côtés à un moment et donc voilà, ma maison. Je dirais tout simplement ma maison parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vous avez réalisé votre rêve, c'est la fin de l'interview en fait, on sait. Presque, ouais. Je dis je, mais ma femme que vous avez croisée, qui est très très discrète, qui est la maîtresse de maison, c'est une vraie maîtresse de maison, quoi. Oui, voilà, tout est co-signé ici d'ailleurs. Son nom et son prénom est adjoint au vôtre quand on vit cette expérience ici. Mais vraiment,
elle se met jamais en avant, elle aime pas ça, mais par contre, vous la voyez à 1h ou 2h du matin, encore en train de faire une décor, en train de faire une fleur, en train de ci, de ça. C'est une vraie maîtresse de maison. Et puis moi, je suis un peu le meneur, je suis l'homme qui prend les décisions. Et puis maintenant, bon, j'ai la chance d'avoir ma fille qui m'a rejoint avec son mari. Donc ça facilite aussi les choses pour l'avenir, parce que, ma foi, on n'est pas éternel, et puis on se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on construit dans l'avenir si c'est pour ne pas le transmettre, quoi. On remonte le fil, ça vous va? Allez. J'ai grandi dans un milieu rural où on avait encore beaucoup de racines. On était ancré dans des traditions. J'ai vécu en face d'une ferme, donc j'ai travaillé à la ferme. J'ai distribué les journaux à l'âge de 10 ans. J'allais cueillir les fruits. Je pêchais pour vendre ce que je pouvais. Voilà, j'ai vécu dans un milieu populaire et rural, et en même temps dans un milieu aisé du côté de ma grand-mère et de cette famille aisée. Mais j'ai bien vécu. Je me suis complètement épanoui dans ma jeunesse avec ce milieu. J'ai toujours aimé ce milieu très populaire, là où on travaille, où vraiment on construit quelque chose avec la main. J'aime ça. J'aime me dire cette vie, j'aime la construire par la main, Mais ça, par la culture. Enfant? Ouais. Enfant, vous le sentiez déjà, ça? Oui, je sentais déjà que c'était le métier que je voulais faire, d'ailleurs. Le premier métier que je voulais faire, c'était paysan. Enfin, quand je dis les premiers métiers, c'était paysan, boulanger. Voilà, je voulais rester dans ce monde. Je voulais rester proche du terroir et de la terre. C'est ce qui me plaisait, quoi, à vrai dire. Là, vous parlez des valeurs. Le décor, il ressemble à quoi, si on doit le décrire, de votre enfance? Village franc-comtois, territoire de Belfort, qui s'appelle Morvillard. Somme toute un village qui a pas beaucoup quelques châteaux. La famille Viellard a 5 ou 6 châteaux sur le village. Donc il y a une usine d'hameçons qui est connue dans le monde entier, qui est VMC, qui aujourd'hui depuis toujours distribue ses hameçons dans le monde entier. Donc c'était une grosse usine qui donnait du travail à tout le monde. Les mamans de mes copains avaient les hameçons à trier à la maison. Donc c'est de là que j'ai beaucoup pêché. J'ai beaucoup pêché dans ma carrière, dans ma vie. Et dès ma jeunesse, je pêchais à la mouche. Ah oui. Et voilà, en quittant Morvillard, j'ai appris à toutes les pêches, quoi. J'ai appris à pêcher en étang, en rivière, en canal, et donc j'avais déjà cet amour de la pêche, de la chasse, puisque le milieu rural, de la nature, finalement. Le milieu rural, ouais. À vrai dire, les gens cueillaient ou cultivaient juste pour manger je parle d'il y a 40 ans en arrière, c'est pas beaucoup. Mais quelque part, c'est énorme. On avait une vie. Mais c'était un autre temps. Il s'est passé 2-3 trucs. Vraiment un autre temps. On vivait. Moi, j'ai vécu dans un monde rural plutôt bien. Plutôt même très bien. Et la table là-dedans, quelle place elle a, et qu'est-ce que vous en avez comme souvenir à ce moment-là? Parce qu'on sent que vous êtes beaucoup dehors, que vous regardez beaucoup ce qui vous entoure, que vous aimez le faire. À cette époque, comme à toutes les époques, il faut manger. On trouve quoi sur la table chez vous au quotidien? On trouvait plein de bonnes choses. On passait déjà à table. Peut-être que c'est ça qui aujourd'hui fait que j'aime tellement ce métier de cuisinier. C'est qu'on passait à table à des moments précis. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, tout ça a été très important, et on avait toujours un goûter, quelque chose qui se passait. Ma grand-mère faisait aussi, comme dans beaucoup de familles, ma grand-mère faisait aussi beaucoup de gâteaux, beaucoup de gouglops et tout ça. J'adorais manger la pâte crue et tout ça. Mais j'avais pas de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se réunit? Ça veut dire qu'il y a des moments? Ça veut dire que c'est des rendez-vous? Qu'est-ce que vous entendez par ce passer à table, qui est très beau en fait finalement? C'est la vie d'une famille. Aujourd'hui, moi, je ne conçois pas de ne pas passer à table quand mes enfants ou mes amis sont là. Pour moi, c'est juste impossible. Si vous connaissez les gens qui m'entourent, ils vous le diront. Je ne conçois pas de ne pas passer à table. J'ai envie de manger, j'ai envie de m'asseoir pour manger matin, midi et soir. Mais j'ai pas
j'ai pas de passion particulière pour la cuisine. C'est que peut-être dit-il avec un col bleu blanc rouge. C'est vrai, c'est la vérité. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et ouais, c'est assez incroyable. J'ai pas du tout de passion. Je veux pas faire cuisinier au départ. J'ai fait cuisinier parce que je suis quelque part en échec scolaire. Je suis hors ce milieu. Je m'identifie pas. Aller au collège tous les jours. J'y allais jamais. Ma maman, partant au travail le matin très tôt, on était un peu livrés à nous-mêmes. L'école buissonnière, c'était une fois sur deux. J'y allais pas, quoi. Donc, et puis j'allais travailler, j'allais distribuer les journaux. Je prenais mon vélo, ma mobilette. Mais de vous-même, vous faisiez ça? Ah ouais. Ma première mobilette à 14 ans, c'est moi qui me la suis payée. 103 Sport SP, 4300 francs. 4300 francs, c'était un salaire complet à l'époque. Ah, c'est énorme. Et j'ai 14 ans. Mais vous vous dites quoi à ce moment-là? Vous vous dites, en fait, moi, je rentrerai jamais dans cette histoire, l'école, le truc, ok, non, je vais travailler, je vais faire. Vous, très vite, en fait, vous comprenez que votre voie, elle va se faire ainsi, en fait. J'ai compris que par le travail, j'ai compris que par le travail ou en étant un peu malin, travailleur, vous pouviez gagner assez facilement votre vie. Et parce que commencer à gagner de l'argent, puis bon, à l'époque, c'était que de l'espèce, hein. Je distribuais aussi le pain tous les jours. J'allais, je sais pas si vous avez vu, derrière, j'ai un tube. Ça, pour moi, c'est ma jeunesse. Un tube derrière, vous savez, les Citroën. Ah oui, oui. Les tubes Citroën. Ah oui, d'accord. Où on ouvrait la porte coulissante, vous aviez le panier de pain, on restait accroché à la prise, à la poignée, et puis, klaxonnait à l'entrée et puis on distribuait le pain comme ça. Donc ça, je le faisais aussi tous les jours. C'était un truc familial, ça? Votre frère, il était comme vous? Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est vraiment vous. Donc ça vous caractérise, quoi. Il y a une histoire que je raconte depuis que je suis marié et que j'ai des enfants, c'est que ma maman, mon frère n'ont pas participé à cette vie que moi je menais à côté, c'est-à-dire la nature, la pêche, la chasse. Enfin, j'étais toujours dehors chez les paysans. C'était votre truc. Le truc, c'était mon truc. Eux, beaucoup moins. Et quand j'ai commencé à créer ma famille, j'ai dit, je vais faire pareil avec mes enfants, ils vont me suivre, je vais les emmener en forêt, machin et tout ça. Rien réussi. Pas du tout, ma femme n'aime pas du tout aller dehors. La promenade en nature, pas du tout. Puis alors, zéro de mes deux filles aime marcher, elles n'aiment pas marcher, elles n'aiment pas... Je suis tout seul, je vais... Quand il a fallu choisir une voie, parce que là on se décrit l'âge de l'enfance, l'adolescence, et vous nous parlez de cette empreinte et de cette envie, vous, finalement, de trouver rapidement une indépendance et de comprendre qu'il va falloir trouver une voie qui va vous permettre, en faisant, peut-être d'avoir cette autonomie, de gagner un peu d'argent et tout. Vous allez commencer par faire quoi? Comment arrive la cuisine? Est-ce que c'est finalement rapidement que ça arrive à l'adolescence? À vrai dire, depuis tout jeune, je suis convaincu que j'étais convaincu au fond de moi que j'arriverais à faire quelque chose de mes 10 doigts, parce que je savais que il y avait plein de possibilités. Et c'est quand même, on était dans un monde, quand on avait de l'ambition et un petit peu de jugeote, on réussissait facilement. Ouais. Le travail avait payé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il faut d'abord une formation, il faut passer par plein d'étapes. C'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, à mon sens, de réussir une carrière comme j'ai réussi à mener. Enfin, en tous les cas, une carrière ou une vie comme ça, bien remplie. Aujourd'hui, plus difficile qu'il y a 40 ans. En tout cas, on nous fait croire qu'il faut passer par plein d'étapes aujourd'hui. C'est peut-être pas vrai. Ce qui est peut-être pas vrai, parce qu'il y a des formations pour tout. Si on veut être, je sais pas quoi, il y a des formations pour tout, des écoles pour tout. Mais est-ce qu'elles sont complètes? Ouais. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Si on faisait comme vous, peut-être que ça marcherait encore, je sais pas. On laisse moins de chance aujourd'hui aux gens qui n'ont pas un cursus. Et donc voilà, je sais que je vais, je me pose même pas la question, à vrai dire. Mais après, je sais aussi qu'il faut que je travaille, enfin qu'arrive l'adolescence, et puis à l'adolescence, je sais qu'il faut l'apprentissage n'était pas valorisé, ça c'est bien dommage. Aujourd'hui, commence à l'être dans la cuisine ou dans certains métiers de bouche, mais c'est pas suffisamment valorisé. Aujourd'hui, on devrait pouvoir emmener des gens de tout bas jusqu'au niveau ingénieur, ou voire même plus, en apprentissage. On devrait passer toutes ces étapes, on devrait comprendre, notre société devrait comprendre que
c'est comme ça qu'il faut former les gens toute une vie. Moi aujourd'hui, je suis président de jury de beaucoup de concours. Je participe beaucoup à la formation, je m'implique et tout ça. On a une grosse différence entre quelqu'un qui est dans un CFA, c'est-à-dire un apprenti qui est en entreprise et qui passe un concours, tout ça, qu'un jeune qui est à l'école. Ce jeune qui est à l'école a, je sais pas, 3, 4, 5 fois moins de pratique qu'un jeune qui est en apprentissage. Et donc, on peut comprendre qu'il mettra plus longtemps. Par la suite, il rattrapera son retard, naturellement. Mais au départ, c'est flagrant, quoi. Et l'apprentissage devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus valorisé. Il l'est. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, quand même. Oui, oui. Mais bon, il y a du chemin à faire là-dessus. C'est sûr que c'est important. Et vous allez l'emprunter, cette voie. Vous vous dites donc... Moi, je suis obligé. Ouais. À un moment ou un autre, je suis obligé de Mais prendre... vous auriez pu prendre plusieurs voies différentes. Comment celle-ci a été choisie, du coup? Parce que, J'aurais pu prendre une voie manuelle. Il fallait que j'avais envie de créer quelque chose de mes mains et il fallait que ce soit manuel. Je pense que l'intelligence de la main, elle est aussi très importante. Et ça, je suis convaincu de ça, que quelqu'un qui est doué de ses 10 doigts, qui a quelque chose, vous le voyez tout de suite. Quand quelqu'un a ses mains plus intelligentes qu'une autre paire de mains, c'est flagrant. Vous le voyez dans n'importe quel concours, paf, vous avez capté. Ça, vous le dites à cet âge-là? Vous dites que par la main, on peut arriver à quelque chose et à traduire quelque chose, ou c'est une intuition, ou vous le dites aujourd'hui rétrospectivement? Je sais au fond de moi que je suis quelqu'un de rigoureux. Avec beaucoup de patience, et je sais que quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je ne lâche pas. Je suis quelqu'un quelque part d'ambitieux et puis très patient pour y arriver. J'essaye de comprendre et voilà. Et donc je sais qu'avec ça j'ai compris que j'arriverai à quelque chose. Et ce métier de cuisinier, on m'a proposé simplement une place dans une bonne maison, dans une maison qui avait 2 étoiles à l'époque, qui s'appelait l'Hostellerie du Château Servin à Belfort. Et le chef s'appelle, il est toujours vivant, il s'appelle Dominique Maty. Et ce monsieur, par la rigueur et la rudesse, c'était des apprentissages. Attention, c'était pas, on rigolait pas, quoi. C'était des apprentissages costauds. Où il y avait énormément de travail, beaucoup de présence, peu de congés. On était encore dans des périodes où les punitions c'était des jours de travail. Vous voyez, les gardes étaient par des jours de travail. Ça pique un peu quand vous rentrez dans un milieu comme ça. Mais Dominique Maty m'a, par sa rudesse, je l'ai toujours dit, il a été dur avec moi, mais il m'a transmis sa passion, son envie d'être meilleur ouvrier de France. Malheureusement, il n'a pas réussi, mais j'ai été avec lui sur des entraînements pour le MOF. Et depuis là, donc depuis 14 ans et demi, je me suis dit un jour je serai meilleur ouvrier de France. Mais alors attendez, c'est votre première expérience, parce que j'en entends des chefs qui me racontent leur histoire. Vous rentrez directement dans une maison 2 étoiles avec un chef avec cette exigence. C'est un démarrage qui est un petit peu tonique quand même. Ouais. Puis j'étais quelqu'un d'hyper autonome. Et là, je dois rentrer dans des codes très très durs, très stricts, où rien ne pouvait être fait sans que ce soit autorisé, sans que ce soit demandé. C'était dur. J'ai eu beaucoup de mal au départ. J'ai beaucoup pleuré. Les quelques fois où j'étais de congé, que ma mère me ramenait au boulot, c'était en larmes, machin. Je voulais plus y retourner. Et puis tout doucement, ben voilà, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, et au bout de 6 mois, vous commencez à maîtriser un peu plus. Vous savez, je le dis toujours ici, un apprenti qui a 2-3 ans de métier, qui est un peu costaud, qui est resté dans la même entreprise, ça en devient quasiment un ouvrier qualifié, parce qu'il comprend, il connaît la maison, il connaît les ficelles, donc voilà. Et puis c'est quand il quitte, qu'il va autre part, qu'il redevient junior. Et ça vous a fait tenir très vite, ça vous a permis de tenir, parce que quand vous décrivez la difficulté, les larmes, effectivement, on se parle d'un moment où on est jeune dans la vie. Et quand on est avec sa mère et dans le cocon et qu'on doit retourner dans un truc où on a un peu la boule au ventre et où c'est compliqué, il faut trouver le truc qui à un moment va nous faire dire ok, je reste, je tiens.
Vous y arrivez. Ouais, parce qu'il y a aussi, et je le dis aux parents d'apprentis quand je les reçois, il y a aussi les parents qui sont derrière et qui doivent dire non, c'est difficile, mais tu dois continuer. Et on doit apprendre à la résilience. Pour moi, a beaucoup d'importance. Il faut se dire c'est compliqué. Il y a des moments c'est difficile, mais si vous arrêtez et que vous lâchez tous les 2 minutes parce que ça ne va pas, alors vous construisez rien. Et je suis peut-être quelqu'un qui aime construire aussi, quelqu'un qui aime assurer et tout ça. Donc j'ai tenu le coup assez facilement, je dois dire, au bout du compte, mis à part la masse de travail et la rudesse que ça pouvait être. À côté de ça, j'en ai fait, je l'ai mis de côté et j'ai continué, j'ai travaillé. Alors bien sûr, quand vous êtes ado comme ça, vous avez envie de mobilette, vous avez envie. Oui, c'est ça. Et tous les copains, eux, ils sont dans la mobilette et tout ça. Je vivais autrement et je vivais au-dessus de la cuisine. Ouais. Donc je vivais au-dessus de la cuisine. Il n'y a pas de vie là, il n'y a que de la cuisine. Rien du tout. À un âge où... On sauvait un peu par les fenêtres. Et non, ça a été, je pense, un apprentissage qui m'a permis de construire la carrière que je fais aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer au sortir de cette première expérience où là finalement elle va vous permettre de dire ok moi c'est vers là que je veux aller, c'est ce cap et finalement j'ai trouvé ma place et en tout cas la voie que je veux emprunter. Vous allez connaître quoi après cette première expérience? Vous savez, quand on est jeune, on se pose moins de questions, hein. On construit quelque chose, mais on sait que on a le temps aussi de voir si jamais on a un loupé ou un machin. Donc plutôt moi, il y a une économie qui vient dessus. Je me dis, tiens, si je fais une saison, on gagne un peu d'argent, je peux faire la fête en même temps. C'était géant. Ma première expérience à Royan, je quitte mon territoire de Belfort pour la première fois. Je prends le train pour arriver à Royan et je me retrouve dans un resto où il y a une discothèque à côté. Enfin, c'était un truc de dingue. Et donc, malgré tout ça... On sent l'enthousiasme encore, quelques années après, encore un peu d'enthousiasme. Mais c'est vrai, 86, c'était la période des lasers, ça arrivait dans les discothèques. Aujourd'hui, c'est plus des lasers. Mais là, avant, il y avait que des gros spots qui faisaient boum boum comme ça. Et là, c'était des lasers, une piscine. Enfin, moi, j'ai pas dormi pendant 2 mois, quoi. Donc voilà, mais malgré tout, c'était une belle restauration, c'était une belle cuisine et puis je fais ma première saison. Mais au départ, j'ai construit, je vous dis, plus un petit peu dans l'idée de m'échapper un peu de ce milieu et puis d'aller un petit peu voir à la découverte. Voilà, je me suis retrouvé en bord de mer, en Charente là-bas. C'était incroyable, c'était top. Et là, j'ai continué à aller dans les grandes tables et j'ai continué à organiser mon parcours. Là, j'avais fait le bord de mer, et puis après, j'ai voulu faire la montagne, et puis après, je suis allé à l'étranger pour aussi la langue. Mais quand vous le dites, on a l'impression que c'est assez fluide, parce que souvent, vous avez une idée, c'est assez clair, on a l'impression que le plan se déroule finalement pas mal, un peu selon les envies, les rencontres. Parce que ça se passe plutôt bien, quoi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement et j'arrive dans une cuisine, je comprenais tout de suite, je prends vite les choses en main et je suis devenu assez rapidement, je deviens assez rapidement responsable, enfin pas responsable à prendre la maison en main, mais à chaque fois au niveau et à l'âge que je suis plutôt quelqu'un d'entreprenant, donc forcément fait que je me plais là où je suis. J'ai plutôt une façon de vivre où j'essaye de voir le côté positif que le contraire. Vous voyez, je cherche pas la complication. Donc ça, c'est ma vie en général. C'est ce que j'ai essayé d'apprendre aussi à mes enfants. C'est de te contenter de ce que tu as et puis de pas te plaindre, quoi, ou pas aller à la plainte constamment. C'est plutôt plus facile à vivre. Il va y avoir cet enchaînement de maisons où vous allez pour travailler, pour vous former, où vous formez votre expérience finalement. Est-ce qu'à un moment, dans ces voyages, il va y avoir des rencontres, un élément déterminant, une expérience qui va vous marquer plus qu'une autre, vous définir? Parce que là, vous êtes en voyage, vous nous décrivez un voyage d'une personne qui explore.
de la montagne à la mer en passant par l'étranger. La personne qui me marque le plus dans ma carrière, c'est Paul Eberlin. J'arrive à l'auberge de Lille qui, à l'époque, avait 3 étoiles. Donc, j'y arrive en 90. Ça doit faire presque 20 ans qu'ils ont 3 étoiles, 66. Ouais, ça fait entre 20 et 25 ans qu'ils ont 3 étoiles. J'arrive dans cette maison, et puis, je vois un chef qui est adossé, et dans les années 90, on commence à parler de cuisine fusion, on commence à avoir les gélifications tout doucement, hein, il n'y est pas encore, mais on a arrêté de mettre la sauce sur les poissons et tout ça, et puis moi, je corresponds à une jeunesse qui doit s'inscrire dans ça. Et donc, j'arrive dans cette maison hyper classique, où on sauce encore sur le poisson, mais par contre, Paul Eberlin a une sincérité qui me bluffe tout de suite. J'ai adoré l'homme parce que il aimait les traditions, il aimait tout ce que la cuisine rejetait à cette période-là. Ouais. Et lui, il tient bon dans cette tradition. Et lui, il est là dans cette tradition. Et je sais pas, je me dis pas, ah oui tiens, mais c'est ce qui me plaît à vrai dire, tout simplement. Ça vous touche. Ouais, exact. Et c'est ça qui me dit tiens, si un jour je dois faire, c'est là où la première réflexion, si un jour j'arrive à avoir mon entreprise et gérer ma cuisine avec machin, c'est dans ce sens-là que j'irai. Quoi, dans le fait d'être une forme de garant de certaines traditions? Ouais, je pense que le cuisinier est plus qu'un garant, il est un porteur de messages de cette histoire, de ces traditions, de ces valeurs qui ont été un moment un peu oubliées pour aller dans on doit pas oublier d'aller aussi dans le futur, quoi. On doit pas oublier de faire le chemin. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que moi j'ai eu la chance de dîner ici hier en l'occurrence, donc c'est encore très très frais dans ma mémoire. Et certes, il y a plein de clins d'œil, plein de références à un patrimoine, à une histoire, à un territoire. Néanmoins, il y a beaucoup de modernité aussi. Ouais, disons que j'aime beaucoup m'adosser à cette cuisine de tradition, à cette cuisine qu'on mange en famille, et puis j'aime vous la redonner comme ça, mais avec ma vision. Ouais. Je prends le chromeski d'escargot par exemple, c'est l'escargot qu'on mange dans le bistrot. Sauf que là, il faut l'amener de façon à se dire tiens comment il a fait. Alors là, je suis bluffé quoi. Ouais, hier j'ai mangé une tarte flambée qui n'avait pas trop la physionomie mais d'une tarte qui avait flambée. le goût. Ah mais complètement. Je veux bien alors dans toute la cuisine, mais dans la mienne particulièrement, donc ça j'y fais attention. Je veux bien déstructurer un produit parce que c'est c'est en vogue quand même, hein. Mais par contre, il faut que vous fermiez les yeux, vous mettez en bouche, il faut que vous identifiez à 100% à ce qu'était le produit au départ. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a cette empreinte patrimoniale, mais c'est quand même revu, très contemporain, et c'est un truc. Et lui, en l'occurrence, ce que vous dites, c'est ce que vous décrivez de la cuisine du chef Eberlin, c'est plutôt c'est plutôt quelque chose d'un peu figé finalement, mais qui vous touche quand même. Ouais, c'est une cuisine qui est restée figée. Elle est restée toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des plats de Paul Eberlin qui sont des plats des plats bluffants. Quand on va à l'auberge de Lille, Mais alors c'est bluffant par quoi justement? C'est intéressant ça de se demander en quoi une cuisine qui quelque part, je caricature, mais n'évolue pas finalement, ou en tout cas reste dans sa forme et sa proposition la même. En quoi cette cuisine peut encore nous toucher? Je pense que c'est comme quand dans une histoire. Vous savez que c'est une maison qui a une histoire de 20 ou 30 ans ou 40 ans ou 50 ans en arrière, ou quand vous rentrez dans une maison ou dans un musée, il y a une histoire, il y a quelque chose qui vous habite. Ben ça, des plats comme ça vous habite parce que l'histoire d'une tradition de cette cuisine populaire qu'on vivait avant, parce qu'avant on allait travailler pour manger, hein, et une fois qu'on avait mangé, grossièrement on se reproduisait et on allait de nouveau travailler pour manger, quoi. Voilà, c'était ça. Et comment on faisait pour avoir un plat chaud quand on rentre d'aller du lavoir, ou je sais pas, d'aller au champ, et quand on rentre, comment on fait pour avoir un plat chaud? Donc on se servait de la braise, on se servait de tout ça, de ces énergies pour cuire ou pour garder au chaud. Bah c'est des plats qui avaient tellement de goût et tellement de puissance de saveur, et moi j'aime cette mémoire, j'aime bien la ramener, et je pense que
La cuisine, c'est comme la musique. Il y a des fois, vous êtes à un endroit, vous entendez une musique, tiens, ça vous rappelle un endroit. C'est une mémoire. La cuisine, c'est presque identique pour moi. Et ça, vous découvrez ça chez lui, finalement, cette espèce de capacité d'avoir... C'est le déclic que j'ai eu. Et je l'ai toujours dit, c'est le déclic que Paul Eberlin a eu, m'a donné. Et à partir de là, j'ai dit, je veux travailler plus que chez des gens qui ont une vraie identité sur le terroir. Et je suis allé à contre-courant quelque part. Ouais, de l'époque. Ouais. Qui n'avait pas envie de ça, qui voulait faire de la sphérification et de... Ouais. Il faut l'essayer aussi, ça c'est... pour vous dire ça vous plaît ou pas, il faut aussi les essayer, ces cuisines. Mais je reviens sur et c'est là où j'ai dit, voilà, la sincérité. Voilà, la sincérité de votre travail est peut-être le plus important. Ouais, c'était sa démarche. Absolument. Quels vont être les chapitres? Parce que là, on est dans les années 90. C'est ça. La cuisine va commencer à opérer une mue. La médiatisation aussi, dans les années 2000, va arriver. Donc, c'est un milieu qui va quand même beaucoup changer dans la décennie qui suit. Vous allez faire quel chemin? Là, il y a un déclic, un premier marqueur qui se pose et qui va vous guider, qui va être peut-être un fil par la suite, puisqu'on en parle encore. En 90, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Rollinger est en train d'éclore dans son petit coin. On parle de lui, du génie en 2-3 ans qu'il était. Et donc j'ai dit, voilà, faut que j'aille chez Rollinger. Et je suis allé chez Rollinger. Ah ouais. Et là, je me suis retrouvé encore une fois au bord de mer avec avec le génie qu'il avait et qu'il a toujours et qu'il a transmis à son fils d'ailleurs. L'homme le magicien des épices, quoi. Et puis j'ai eu la chance d'arriver chez ce monsieur qui était à l'aube de passer de 2 à 3 étoiles, et puis ça a mis longtemps à arriver, mais malgré tout, et il avait grandi très vite en 3-4 ans. En 3-4 ans, il a eu 2 étoiles en 3 ans, alors que c'était un homme, on connaît l'histoire, quoi. Mmh. Et ça a été pour moi bluffant, mais alors c'était au même titre que Paul Eberlin lui s'est adressé à la mer, et j'ai compris que c'était le produit qui était l'essentiel de la cuisine. C'était pas les artifices. Et c'est pas si simple à 23, 24 ans de se dire c'est pas la technique, c'est pas le parce qu'on nous apprend aussi à cette période-là, enfin quelques années avant, de faire des losanges en carottes et en poireaux pour décorer les assiettes. Ouais. On m'a appris, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans une cuisine, la première chose de ma vie, et souvent on m'a posé la question, c'est une fleur en pot de tomate qu'on épluchait avec l'économe, et après vous avez certainement vu ça dans un décor ancien. Bien sûr. C'est la première chose que j'ai faite. Donc c'est à l'époque on avait des beaux produits, mais on n'avait pas ce sourcing, on n'avait pas cette culture finalement, pas cette ce réflexe. culture, c'est vrai. Et là je tombe chez un homme qui a une culture du produit qui est juste dingue. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est important. Là, on se parle de l'époque et justement où cette culture-là n'est pas du tout une évidence. Là, aujourd'hui, on serait presque dans un extrême inverse, où on entend souvent dans les cuisines, ou même dans les émissions, le produit. On n'en est pas à dire pour autant qu'il suffit d'avoir un excellent produit pour produire une excellente cuisine. C'est quoi finalement bien comprendre son produit? Qu'est-ce que vous entendez par là, vous? Qu'est-ce que vous découvrez? Parce que on aurait tendance à prendre un raccourci et à se dire, à ce moment-là, prenons le meilleur et on fera le meilleur. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est quoi avoir la culture du... Prenons le meilleur, il faut déjà avoir une grosse connaissance. Il faut être curieux. Il faut tous les jours se remettre en question. C'est quoi un vrai produit? Comment un produit est cultivé? À quel moment? Quelle est la meilleure saisonnalité? Et quel type de carotte? Si vous prenez une carotte, il peut y en avoir 30. Une pomme de terre, vous en avez 50 aujourd'hui. Non, c'est pas si facile. Aujourd'hui, avoir le sourcing et la qualité du produit, vous pouvez trouver un fournisseur, mais mettre sur chaque détail que vous avez l'un des meilleurs produits que vous puissiez trouver dans votre région, c'est un travail de dingue au quotidien. On peut même pas s'imaginer. Personne ne peut s'imaginer si vous n'êtes pas au cœur de ce métier, au cœur de nos cuisines tous les jours. C'est un travail de titan pour avoir
le produit qui arrive au bon moment dans votre cuisine. Et c'est des gens comme Chapelle, comme Rollinger, comme Alain Ducasse. Enfin, j'en oublie certainement d'autres. Hein. Désolé, mais c'est ceux qui m'ont marqué dans ma jeunesse, qui eux ont cherché ce produit le plus tardivement possible pour qu'il ne passe plus passard, qu'il ne passe plus presque dans les frigos, qu'on ait une cuisine instinctive. Déjà, on sait d'où il vient, puis en plus, on le cuisine de façon admirable. Quand il arrive chez vous, ça passe pas au frigo. Ça, c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est le plus dur, je pense, aujourd'hui à mener. Et ça, Rollinger, il vous le fait découvrir. Ah oui, il me le fait découvrir en 90. Moi je suis allé au marché avec mes chefs, mais on allait sur le marché là, comme ça. Mais Rollinger, il était capable tous les matins de partir et d'aller chercher un homard là parce qu'il était meilleur que l'autre, des coques chez un couteau chez l'autre, une huître chez un. Il était capable de courir toute la journée pour trouver les bons produits. Et je dis, mais il est malade ce mec. Et il avait, je sais pas, 50 épices différents dans sa cuisine. C'était encore un peu un sorcier parce que on avait des bocaux comme ça en cuisine. Et moi, je me suis retrouvé à côté de lui. Il était là, il y avait un piano carré, on pouvait être deux d'un côté, deux de l'autre. Et moi, je me suis retrouvé à côté d'Olivier Rollinger. Lui, il dressait, il finissait les sauces, et moi, j'étais rôtisseur. Et en face, il y avait Dédé, son second de toujours, qui l'a formé à la chambre de commerce et qui l'a rejoint. Et à côté de moi, sur une étagère en haut, il y avait plein de bocaux, 30 ou 40, et lui-même faisait seul les épices. Il faisait seul ses mélanges. Et quand je suis arrivé, j'ai pris tout doucement un relais. Et il m'a transmis cette passion pour la qualité du produit. Je me suis pas passionné pour les épices. Moi, je les connais parce que j'ai travaillé au Rollinger, donc on peut pas dire que je les connais pas. Je les connais, mais c'est pas la cuisine qui me correspond aujourd'hui parce que elle vient du monde et je m'identifie pas suffisamment à cette cuisine. Comme ça, j'aime bien m'ancrer dans un terroir. C'est une cuisine voyageuse, là. On se parle d'une cuisine de voyage. Exact, ouais. Mais malgré tout, il m'apprend cette rigueur et cette précision dans la qualité du produit. Et ça, c'est encore Paul Eberlin est adossé à une cuisine très régionale et puis très populaire. Et puis là, on est sur toujours cette cuisine-là. Il y a les épices qui viennent se rajouter, mais à vrai dire, son jardin, c'était la mer, quoi. Et ça, on l'a pas compris. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça, mais on l'avait pas compris à l'époque. Ouais, c'est une fibre, c'est une manière d'envisager les choses. Et ce que vous décrivez de ces métiers-là et de la manière dont ils le font, c'est quelque chose finalement d'assez évident, simple. Quand vous le décrivez, aller chercher le meilleur homard, ben en fait, on est dans la quintessence du métier de cuisinier finalement. Oui. Aller au champ, cueillir sa carotte. Aller chercher un homard, pour aller chercher un homard au Super U. Hein. Ouais. Le même homard qui va être vendu avec le même nom chez le mec, mais il y en a qui vont pas vous faire passer en comment mais en glace. Non, dans les bassins, quoi. Il y en a qui les mettent dans les bassins pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais une fois qu'ils ont passé 3 semaines sans bouffer dans les bassins, vous pouvez l'avoir à la maison. C'est pas du tout le même goût, c'est pas machin. C'est quand même donc, quand on est au bord de mer, c'est plus facile. Hein. Quand on est en Alsace, c'est moins simple. Mais c'est une démarche. Ça reste une démarche. Exactement. D'aller chercher. À partir du moment où vous avez décidé d'avoir un homard, un jour, vous faites ce qu'il faut pour. Ouais. C'est un sourcing que vous devez avoir dans le quotidien. Et ça, je peux vous dire, si vous parlez pas avec vos fournisseurs ou avec vos copains, parce que ça devient des amis, au bout d'un moment, ils connaissent votre vie, ils savent qui vous êtes, ils savent ce qu'ils doivent faire pour vous. Si vous créez pas ce lien, le mec ne bosse pas pour vous. Et ça, c'est le plus dur. Et ça, Rollinger m'apprend ça. Je le vois faire et ça me passionne. Il y a quand même des choses qui se dessinent, là. En tout cas, il y a des cartes qui vont vous aider. Cette carte Eberlin, ce rapport à la territorialité, Rollinger, ce goût du produit, d'être au cul du bateau, finalement, et de récupérer un peu ce que vous aviez dans votre enfance, c'est-à-dire le lien direct avec la nature et l'environnement qui est le nôtre, quoi. Ouais, indirectement, je retrouve, j'ai fait le bon choix, à vrai dire. Ouais.
Je l'ai construit certainement, un petit peu consciemment aussi, mais pas tant que ça. C'est pas, je l'ai pas réfléchi, machin, mais je sais que c'est ça que je veux. Voilà. On se parlait de ces deux empreintes qui viennent de se déposer et de cette envie qui naît pour vous à ce moment-là de se dire je vais avoir et je veux avoir mon chez moi et mon adresse et de cette perspective qui commence à se dessiner. Qu'est-ce qui va vous y emmener après Rollinger? Une opportunité de reprendre un restaurant dans un petit village à côté qui s'appelle le Caveau d'Egisheim, qui est le temple qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui à cette période-là était le temple de la choucroute en Alsace, quoi. Donc je reprends une maison qui appartient à 6 vignerons au cœur du vignoble, en plein cœur du vignoble, qui appartient à 6 vignerons. Donc j'ai que 6 vins à la carte. J'ai que 6 noms, pardon. 6 vins. J'ai que 6 noms à la carte et puis j'ai pas d'argent, donc il me laisse. C'est Jean-Pierre Heberlin qui, pour moi, téléphone à un banquier qui lui dit j'ai quelqu'un d'extrêmement, pour avoir un peu d'argent, qui se porte caution, mais pas avec la signature, mais qui se porte caution du nom qu'ils ont pour me soutenir là-dedans. Mais comment elle arrive cette adresse, pardon, parce que vous êtes à l'autre bout de la France pour l'instant, vous êtes chez Rollinger, vous êtes face à la mer, et là on se parle de revenir dans l'Est, en l'occurrence. C'est ça. Pourquoi cet endroit et comment on arrive là? J'appelle en cuisine à l'auberge de Lille, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc quand tu voulais parler à quelqu'un, un copain, t'appelais en cuisine directe. Et Paul Heberlin, j'ai eu Paul Heberlin au téléphone et qui m'a dit il y a le Caveau d'Egisheim qui est à reprendre, est-ce que ça t'intéresse? Et donc voilà, alors je me retrouve j'ai fait 1 an et demi chez Rollinger, j'y serais certainement resté. Je m'y plaisais beaucoup, quoi. Et puis après, je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions très rapidement, ça me caractérise aussi. J'ai ça pas tranche. Ouais, tout de suite ping. Et donc j'ai tout de suite dit ouais, c'est l'occasion. Et je me sentais prêt. Et là, vous aviez quel âge? 26 ans? Je suis 80 ans, j'ai un peu plus... Vous allez me dire 27. 10, 20, 24... ouais, j'ai 26 ans, je vais sur 27 ans, ouais. 26 ans. C'est jeune. Ouais, c'est jeune. Disons que c'est jeune dans le parcours de la haute gastronomie, quoi. Mmh. C'est jeune pour pour acquérir une véritable identité. Mais on y trouve quoi et vous faites quoi? Parce que c'est quand même vertigineux. Vous venez de quitter Rollinger, avec une cuisine tournée vers la mer. Le pêcher, puis là j'arrive dans la choucroute et dans le chifala et dans les Laverknempfla, Artepfeldacha et je fais que ça, quoi. Je fais qu'une cuisine. Vous vous mettez dans cette veine. Ah ouais, avec autant de plaisir. Ouais. Bon, en même temps, vous devenez votre propre patron, quoi. Donc il y a quand même, quoi qu'on dise, même quand on est chef quelque part ou responsable quelque part, il y a cette différence quand vous devenez pour vous-même et que c'est votre argent, c'est votre vision, c'est votre personnalité qui est complètement, c'est quand même, il y a quand même quelque chose. Donc j'apprends déjà à gérer une entreprise, Il y a combien de personnes autour de vous en cuisine? Vous avez recruté des gens? C'est une petite brigade? Ça représente il y a quoi, que une personne ou 2 personnes. Je reprends ça tout seul au départ et puis j'achète quelque temps après, peut-être 8 mois ou 1 an après, j'achète une petite maison en face de restaurant et cette maison, je la transforme en hôtel. Et mon frère étant architecte, il est en fin d'études, il est en dernière année, je lui demande de venir avec le patron chez qui il travaillait, de venir transformer cette maison en petit hôtel de 10 chambres. Et donc c'est là, mon frère commence à se passionner par le monde du vin.
il vient m'aider un premier week-end, un deuxième. Il y a l'économie qui rentre dedans d'ailleurs. Et puis on était assez fusionnels depuis notre jeunesse. Et donc voilà, on commence à travailler ensemble. Et on a travaillé jusqu'en 2016 ou 2015 ensemble ici, ouais. Ah ouais. Ouais, on a travaillé 10 ans ensemble, à vrai dire. On a construit 10 ans, ouais, 20 ans aussi, pardon. Vous parlez d'une fibre quand même assez entrepreneuriale parce que on a décliné les choses que vous avez faites avant, où vous êtes dans l'apprentissage d'un métier, de celui de faire de la main d'un cuisinier. Et là, vous basculez du jour au lendemain dans celui qui est un autre métier, celui de chef d'entreprise. Et vous parlez de cet achat que vous allez faire en plus, qui est de l'hôtellerie, cette journée dans la restauration, seulement 1 an après avoir découvert. C'est plutôt rare quand même. Parce que déjà, vous devez appréhender un truc, être votre propre patron, gérer une cuisine avec tout ce que ça implique. Et vous, au bout d'1 an, vous avez aussi... Ouais, j'avais aussi en même temps cette fibre d'entreprendre. Je suis un peu à mon niveau naturellement. J'aime bâtir, quoi. J'aime faire les choses et puis j'aime les défis aussi, voilà. Donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui me... Il faut toujours que j'ai un défi devant moi, quoi, à vrai dire. Il faut toujours que j'ai envie toujours de faire quelque chose ou d'améliorer, voilà. Et donc voilà, je crée un petit hôtel qui s'appelle l'Hostellerie du Château, qui est à côté du château Léon IX. Aujourd'hui, on a un nouveau pape qui est Léon XIV. Ça, c'est le pape Léon IX. Donc, a vécu dans ce petit village et dans ce château qui est passé par là. Et donc, j'achète une maison qui est face au château. Superbe emplacement et tout ça, tout va bien. Et puis, on a construit ça et voilà. Et on est resté à Eguisheim en construisant quelque chose, en se faisant un nom. On a réussi à se faire un nom sur l'Alsace. Attention. Disons-nous que quand vous arrivez en Alsace, c'est pas facile du tout d'arriver en Alsace et de s'installer et d'y faire son nid parce que il y a énormément de traditions. On est dans une région un peu germanique où les choses sont très figées, mais en même temps c'est là où j'ai envie d'être. Hein. Ouais. Je veux vous dire. Il faut prouver. Ouais, peut-être. Faut prouver. Peut-être, ouais. Vous vous dites quoi à ce moment-là quand vous ouvrez cette nouvelle page? Est-ce que vous vous souvenez, vous êtes dit ou rêvé de l'endroit que vous voudriez dessiner, de la cuisine que vous voudriez y faire? C'est quoi l'intention qui vous guide? Quand on arrive ici, on reconstruit quelque chose. C'est de continuer à aller voir les gens qui nous entourent, c'est-à-dire producteurs, éleveurs, fournisseurs, quels qu'ils soient. C'est de revoir la proximité. C'est d'aller comprendre qui peut nous fournir, là, qui fait ces beaux produits et tout ça. Et puis tout simplement faire du commerce. Il y avait une logique quand j'étais plus jeune, c'était tu fais du commerce avec les gens qui sont autour de toi et tu crées cette énergie dans le commerce et ça, je pense le confinement a eu ce bienfait, c'est que nous a fait comprendre que la proximité avait beaucoup d'importance, quoi. Donc je recrée ça de nouveau ici, je remets ça en place ici, et donc je découvre un autre monde qui continue à me plaire forcément, mais qui me plaît beaucoup plus parce que je m'exprime beaucoup plus, je suis chez moi, je construis encore quelque chose d'autre et voilà et puis on s'épanouit toutes ces années, arrivent les premières compétitions du MOF. C'est ce que j'allais dire, parce que là on se parle des débuts des années 2000 et le MOF va arriver finalement quelques années plus tard. Je le fais en 2000 la première fois. Bon là, j'étais entre le départ d'Eguisheim et l'arrivée ici. Je le fais la nuit. De toute façon, les 3 MOF que j'ai fait, je les ai travaillés la nuit. Le 3e un peu moins. Je me suis un peu mieux organisé. Et le 2e en 2004. Bon, après, c'est facile de le dire. Aujourd'hui, je suis meilleur ouvrier de France, donc je peux vous raconter un peu ce que je veux. Mais je pense que j'étais déjà prêt pour réussir ce concours, sauf que j'ai pas eu de chance au dressage. J'ai cassé mon plat. Enfin, il y avait une timbale de macaroni avec des crêtes de coque, des quenelles et une sauce poulette.
au dressage, j'ai cassé cette timbale de macaroni et puis naturellement, comme c'était de la nouille qui faisait le contour de la tarte, ma sauce tenait plus dedans. Donc c'était mort, c'était foutu quoi. C'est un moment qui doit être particulier parce que le MOF, c'est un rendez-vous, c'est une exigence, c'est une préparation et c'est un rendez-vous qui ne revient qu'épisodiquement puisque c'est tous les 4 ans. Donc quand arrive un moment comme ça, alors que vous êtes préparé... Ouais, c'est beaucoup de préparation, ouais. C'est beaucoup de travail et puis... Et là, en une seconde, ça s'arrête. Ouais. Mais j'ai quand même continué. Je suis quand même allé jusqu'au bout. Je pense que c'est important. Pour moi, c'était important d'aller jusqu'au bout. J'ai dressé mon dessert et puis après, je savais que c'était mort, mais je tenais. Et quelque part, j'ai bien fait parce que je sais qu'en faisant ça, je me suis montré et j'ai montré aux jeunes qui m'entouraient que faut pas baisser les bras. Comment on se remet en selle après une épreuve pareille? Parce que mine de rien, c'est très difficile moralement. Et puis après, il faut revenir chez soi. Et revenir chez soi avec cette truc de se dire, je suis passé juste à côté. Reprendre la réalité du quotidien avec la difficulté. Vous doutez, hein. Ben ouais. Le doute s'installe. Est-ce que vraiment tu y arriveras? Est-ce que t'es assez fort pour y arriver? Est-ce que t'as la capacité d'y arriver? Mais comme je suis quelqu'un qui doute pas beaucoup, au fond de moi, qui a toujours cette envie de remise en question, c'est toujours cette envie de continuer à m'améliorer, à trouver le petit truc qui fait que ce sera le bon, quoi, tout simplement. Quelque part, je suis ambitieux, quoi, mais c'est pas une ambition qui est néfaste, c'est une bonne ambition. Donc vous dites, j'y retournerai. Ouais, quoi. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, quand j'y retourne la 3e fois, je me dis, je mets les choses en place, et là, je fais différemment. Alors, je pense que j'ai suffisamment travaillé toute ma connaissance, toute la connaissance parce qu'à l'époque on avait, on l'a encore un peu, mais à l'époque on avait des questionnaires, vous savez, on passait à la Sorbonne et on avait des questionnaires et tout ça, et puis même, je pense que si vous n'avez pas de connaissances, vous pouvez pas réagir à la difficulté. Vous avez besoin d'avoir cette énorme connaissance en vous pour réagir à la difficulté au moment où vous devez changer, où vous devez réagir. Et tout ça fait que vous avez une confiance et vous pouvez réagir à tout ça. Et puis bon, surtout, je suis dans une entreprise où je dois continuer à la faire vivre et je dois continuer à faire vivre ma cuisine, à faire vivre mes équipes, et puis je m'entraîne en même temps là, quoi. Et arrive ce jour, donc. Et arrive ce jour, et je m'isole un peu, je m'isole un petit peu pour continuer. J'ai regardé ce qui se passait, mais là, on est 2004-2007. Il n'y a pas du tout la vie dans les concours qu'on voit aujourd'hui. Même, on n'a pas besoin d'aller au Bocuse d'Or. On commence à avoir des concours régionaux où on a déjà cette préparation, quoi. Les concours ont fait un bond de dingue. Et à l'époque, je me mets déjà là-dedans. Je me fais une petite cuisine séparée de ma cuisine. Et puis voilà, je m'entraîne là, j'ai les mêmes casseroles, j'ai les mêmes scies, et puis je prépare tout, et puis j'essaye d'organiser mon travail, et puis la détermination là pour exactement, le coup. Exactement. Et je suis arrivé le jour du concours, et j'étais vraiment bien, je me sentais bien, vraiment. Et puis il y a toujours dans un concours la confiance gagne, et quand la confiance est présente, vous pouvez transcender votre métier, votre travail, quoi. Ouais, là on sent que vous nous décrivez un jour où vous avez marché sur l'eau, là. Ça a tracé. Ouais, là. c'est un peu ça. C'est vrai, c'est bien décrit. J'avais envie, ce jour-là, ça s'aligne. Il y a un phénomène, ouais, exact. Les planètes s'alignent, et on a en thème un jeune lièvre façon lièvre à la royale, un jeune lapin, façon lièvre à la royale, et il y a un ficelage très particulier à faire, il y a des farces très particulières à faire, et le ficelage fait que je fais un travail très minutieux, plutôt un ficelage de boucher. De boucher, ouais. Très, très haut niveau, et je vois que ça plaît, je prends toujours cet exemple, c'est pour ça que je vous raconte. Quand je parle à un jeune qui prépare un concours, quand je prépare un jeune à un concours, je prends toujours cet exemple de ce ficelage. Ce ficelage a fait que ça a retenu l'attention du jury. Et je l'ai mis dans mon frigo, et 5 ou 6 jurys, meilleurs ouvriers de France, venaient vers moi, chef, est-ce qu'on peut voir votre lapin?
chef, est-ce qu'on peut voir votre lapin? Alors j'ai sorti une fois, ça m'a barbé la deuxième fois. Au fond de moi, je l'ai pas montré. Et la troisième fois, j'ai compris que ils étaient admiratifs du travail qui avait été fait. Et puis ça disait déjà quelque chose. Et déjà, ça disait quelque chose. Et après, ils avaient un regard différent sur mon travail. Donc la notation est très certainement plus simple. Oui. Que si on regarde le petit détail chez vous en disant tiens là il a fait une erreur, je vais lui enlever un point, là il a fait une erreur, je vais lui enlever un point. Alors que là moi-même j'étais en confiance et là j'ai pu travailler en toute sérénité quoi. Donc vous pensez avoir fait le match mais vous savez pas. Ouais, vous savez pas. Puis après on nous annonce ça à huis clos. On se retrouve à huis clos. C'est quoi l'ambiance, c'est où? C'est à Thonon. Ouais. C'est à Thonon-les-Bains dans l'école et puis on nous annonce ça le deuxième jour. On est à huis clos, on va dire, on nous fout dans une pièce. Il y a le jury devant nous. Alain Ducasse fait sa première présidence. Ah oui. Il a repris la présidence derrière Joël Robuchon et Monsieur Bocuse. Et puis là, il décide d'annoncer les 9 lauréats à huis clos. Voilà. Puis il appelle les gens par ordre alphabétique. Et voilà, on est dedans, quoi. Je suis dedans et c'est énorme. Comment ça va s'écrire la suite? Parce que là, vous revenez avec ce titre qui, mine de rien, va vous placer et va vous... C'est pas rien en fait. Enfin, je veux dire, là, vous rentrez dans un clan et vous revenez poser ce col que vous aurez désormais, mais vous le revenez le poser aussi dans cette maison qui est le Chambard. Donc ça va... Ouais, c'est beau d'arriver autour de vos équipes. Ouais. Parce que autant les étoiles, les titres, les tocs, toutes les récompenses qu'on peut avoir, elles sont vraiment liées à un travail d'équipe. Indéniable. On peut pas le penser autrement. Il faut toujours un manager, il faut toujours un capitaine, il faut toujours quelqu'un qui mène le bateau. Mais ça, c'est le collectif. Évident, mais c'est le collectif. C'est le collectif d'une entreprise et c'est de la façon dont la personne a monté ce collectif que vous arrivez à décrocher des titres. Mais là, le MOF, vous êtes seul. Ouais. Vous êtes seul. Donc, quelque part, c'est très, très personnel. Et puis, quand on rentre là, bon, tellement de fierté pour sa famille, ma femme qui était là et qui était toujours en retrait, mes enfants tout petits, mes enfants étaient jeunes, hein. Ouais. Ma première avait 11 ans. 2016, 2007, elle avait 11 ans et ma seconde avait 7 ans quoi. Donc c'était des bébés mais pour eux ça a été énorme. Ouais. Énorme. Il s'est passé quasiment 20 ans entre le jour que vous décrivez et celui-ci où on enregistre. Il y a eu quoi comme... comment vous avez écrit les 20... Ouais, quasiment, il y a 18 ans qui se sont passés. Ouais, c'est ça. Ouais. Toujours autant de fierté en mettant ma veste le matin. Ouais. Toujours. Tous les matins, je mets ma veste avec, je vois ce col et je dis, voilà, j'ai toujours autant de fierté. Il faut être à la hauteur de ça. Oui. Oui. Et donc un titre, ça vous donne l'idée de vous dire, en fait, je peux me faire un peu confiance. Ou en tout cas, je peux m'écouter. Il se passe déjà 7 ans, à partir du moment, ou 6 ans, à partir du moment où on est arrivé jusqu'à là, on a déjà inscrit des choses, on a refait les cuisines qui sont là, on a quand même, mais en même temps, vous devez créer dans une maison comme celle-là, ou maison, mais en tous les cas, il y a une économie qui est en place, il y a une économie qui est très importante pour réussir une qualité de travail derrière. Parce que qualité de travail veut dire des équipes, veut dire du matériel, veut dire une possibilité d'avoir de beaux produits et puis vous pouvez passer à des beaux produits quand vous en avez les moyens. Il faut pas. Donc ce qu'on se dit là, c'est qu'il faut structurer petit à petit, progressivement, et que la cuisine, elle est dépendante aussi d'autre chose. C'est-à-dire qu'on peut pas tout de suite vouloir claquer une cuisine. Par rapport à ma jeunesse, fait marche arrière dans tout ce que je voulais faire, aller très vite, tout ça. Ouais. Là, j'ai plus posé les choses et puis là, j'ai d'abord privilégié la gestion d'entreprise. En même temps, j'ai essayé de créer tout ça en même temps. Et puis, voilà, ma vie après a fait que j'ai continué la personnalité que j'avais, c'est-à-dire construire. Il
Il y a un tempérament, et oui, ça passe par la technicité, c'est ce qu'on se disait avant, effectivement, il y a une grande technique, une grande délicatesse, et ce qui peut qualifier une table gastronomique, mais il y a aussi beaucoup d'identité, et du caractère. Une envie de sincérité. C'est ce qui caractérise un peu ma vie depuis toujours. J'aime pas mentir, pas tricher, et je pense que votre cuisine, au bout d'un moment, c'est même pas, vous calculez pas, à vrai dire. Vous la faites. Vous la faites à votre personnalité. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous mangez un repas, quand vous prenez un repas chez un chef, je pense que bien souvent vous pouvez comprendre la façon dont il vit, quoi. Moi, je fais l'inverse ici. Je demande la façon dont il vit pour comprendre comment il cuisine. Je fais le chemin inverse. Ça. Est-ce que vous pouvez me dire un mot du rapport que vous avez justement à la chasse, à une époque où justement, et on en a déjà parlé ensemble, mais c'est intéressant de le faire entendre plus largement parce que c'est un sujet, c'est une démarche, c'est une ligne qui peut être clivante. Il y a des gens qui déjà, ne serait-ce par rapport à la viande, en rapport à ça, c'est une zone qui est pleine de clichés aussi. Moi, je vous ai déjà entendu me dire que justement cette viande, elle était, quitte à ouvrir la porte de la viande, quasiment incomparable. Mais est-ce qu'on peut en dire un mot aujourd'hui de la manière dont vous justifiez ce geste, qui est celui de prélever? On se parle de ça ce matin. Vous étiez encore à la chasse en montagne, donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de votre quotidien. Oui. Alors, ce matin, c'est l'ouverture de la chasse. C'est un peu comme l'ouverture de la pêche. Vous loupez pas l'ouverture de la pêche. On ne loupe pas l'ouverture de la chasse. Enfin, on ne loupe pas. On peut louper, mais après toutes ces années. Mais il y a 10 ans ou 15 ans, mais une dizaine d'années en arrière, cette identité, je l'avais, mais j'allais à contre-courant de tout, de tout ce qui pouvait se dire sur ce monde de la chasse, du gibier, du sauvage et tout ça. Et j'ai toujours gardé, en tous les cas, je crois que je l'ai accentué volontairement depuis une dizaine d'années parce que j'ai compris que c'était vraiment un produit qu'il faut faire connaître parce qu'on n'imagine même pas à quel point ça peut être fin, délicat et que de pouvoir manger une viande où vous connaissez la provenance, le sourcing, qui a du bien-être alimentaire, qui est bio, qui est sauvage. Parce qu'aujourd'hui, on mange 80% de notre alimentation animale et d'élevage. Donc ça faut quand même, c'est juste incroyable de le dire, mais moi, avec ma façon de travailler, je propose quasiment toute l'année, sauf 2-3 mois, c'est-à-dire en morte saison comme en ce moment, je propose que des viandes sauvages, au même titre que du poisson sauvage. Donc c'est juste énorme le travail qui est fait. On sait que dans une saison bien marquée, un peu comme le poisson, on peut faire le pendant avec les marins. Les marins vous ont fait comprendre qu'on peut manger certains poissons dans l'année et pas d'autres. Et le gibier, il faut exactement s'identifier à ça. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on a tiré un chevreuil. Et ce chevreuil est sorti de l'hiver ou de l'hivernage depuis 2-3 mois. Il a les prés qui poussent, il a les fleurs qui poussent, le printemps est là. Comme une vache qui va au pré, elle fera un meilleur lait. Et ben là, ses chairs sont modifiées et ses chairs sont carrément une viande délicate, fine, subtile. Alors que si vous mangez le même chevreuil en plein hiver, quand il mange des racines et de l'écorce, et ben vous n'avez pas du tout la même viande. Donc tout ça, il y a une vraie connaissance qu'il faut avoir. Et là, le prélever au bon moment fait que vous avez des viandes. Et oui, c'est notre produit. Exceptionnelles. C'est notre produit. Si vous tirez un cerf en plein été, ça c'est complètement inconnu. Il y a personne qui connaît ça. Il y a qu'une région en France. Et il y a 2 régions en France et en Europe. Il y a l'Allemagne qui tire le cerf à partir de août, alors que dans toutes les régions de France, c'est à partir de fin septembre, voire d'octobre.
Mais quand vous prélevez un cerf qui a fait 6 mois de pré et qui a mangé de l'herbe, ça mange jusqu'à 15 kilos d'herbe quand même. Prenez un cerf qui a mangé 15 kilos d'herbe pendant 6 mois, il a une chair que vous pouvez même pas soupçonner. Et nous, il y a qu'en Alsace qu'on peut le faire, puisqu'il y a qu'en Alsace que c'est ouvert. Oui, pas mal. Ouais. C'est le cerf que vous avez eu hier soir. Ouais, c'est ça. Donc ça, ce cerf-là, je l'ai prélevé au mois d'août dernier, puisqu'après après le mois d'août, en septembre, le cerf commence à aller au brame. Donc le brame, c'est la reproduction. Et là, il quitte les places de gagnage, c'est-à-dire les places où il vient passer l'hiver et le printemps, et il reste tranquille dans un coin. Il veut pas qu'on l'embête, il veut juste manger et se refaire. Il veut refaire ses bois. Là, il quitte et il va au brame, là où il y a les filles. Donc il bouge, bien souvent il bouge d'endroit, puisque le mâle ne vit pas au même endroit que les femelles, dans la majorité des cas. Et donc là, il ne se nourrit plus. Il fait que bramer, il perd entre 30 et 40% de son poids, son corps est en fièvre pendant 5 à 6 semaines ou voire plus. Et donc là, à la sortie, c'est plus de la viande, c'est du béton d'ailleurs. C'est pour ça que personne ne travaille le cerf, ou très peu. Ouais, c'est vrai. Alors que si vous le prélevez en plein été, je peux vous dire que c'est une autre viande. Ouais, je peux le dire. Il y a d'autres gens que vous avez convaincus, il faut qu'on en dise un mot quand même à la fin de cette histoire, c'est la critique, peut-être, et les guides, en l'occurrence, puisque cette maison, au-delà du col que vous avez gagné vous-même, cette maison, elle a aussi gagné le respect du Michelin, des étoiles. Ça représente le travail qui est fait au quotidien, quoi. Je veux dire, voilà, que ce soit effectivement le guide Michelin, le Goemio aussi, quelqu'un qui a beaucoup suivi la maison, et puis après, je pense que ces notes ou ces consécrations ou ces distinctions vous permettent de vous positionner et de dire voilà, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, passons à autre chose, allons autre part, enfin, passons cette étape. Et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous pouvez pas continuer à inscrire ou écrire quelque chose d'autre. Ça donne envie de revenir. Merci, chef. Merci à vous. Je vais vous le dire simplement, mon passage au Chambard remonte à 2 mois maintenant, et je pourrais vous en décrire chaque minute. Je pourrais vous parler de l'accueil de l'équipe, de ce que j'ai eu la chance de découvrir à la table du chef, je pourrais vous parler du whisky que j'y ai bu au cours du dîner, de ces accords justement pensés par Jean-Baptiste, de ce moment suspendu, passé au matin, avec le chef, dans cette salle ornée des trophées qui marquent une vie de chasseur. Rarement, j'ai vu une maison de ce niveau si incarnée. Il y a là un propos des partis pris partout. Dans l'assiette, évidemment, dans la déco et l'art choisi subtilement par un chef passionné qui n'en fait pas un sujet. Et c'est là que les choses touchent. Chez les Nasty, on fait, mais on ne fait pas pour dire. On est modeste, mais on chemine et en profondeur, et on veut faire bien. On peut parler, mais ce n'est pas l'idée. Il y a là une vision, et bien construite, qui plus est, mais pas de discours, à moins qu'on aille, comme moi, le chercher. Rarement je n'ai vu autant de talent côtoyer autant de simplicité, et je vais vous dire ce qui s'est passé après l'enregistrement, car c'est rarissime. Le chef m'a fait visiter tout le restaurant, ok. Puis la boulangerie qu'il a collée aux cuisines et qui fait le bonheur de tous les passants. La chocolaterie qui là aussi ravit ceux qui en poussent la porte. Tiens, un mot d'ailleurs à propos de ce qu'on y trouve. Il y a là des carrés bonbons qui reproduisent le relief de la région, des manalas hommages également, des tablettes à bluffer les plus grands amateurs. Bref, c'est une destination dans la destination. Donc on a tout visité et souvent j'ai la chance de faire ça avec les chefs qui tous me reçoivent avec une grande générosité. Mais là, une fois la visite terminée, c'était l'heure de déjeuner. Et souvent, dans la plupart des cas, en tout cas, les chefs me réservent une table pour me faire déjeuner, très gentiment avant de se retirer. Mais Olivier Nasty est resté. Et il s'est assis. Et comme il le dit dans cet épisode, on est passé à table, tous les deux, pour partager un moment, pour se connaître un peu, pour parler de tout, de rien, pour aller plus loin dans le lien. Et ainsi est arrivé l'après-midi. Et jusqu'à mon départ, il est resté à mes côtés. Et ça fait partie des moments qu'on n'oublie jamais.
Merci, chef, pour cette journée pleinement partagée. Merci pour ce récit. Merci de nous en avoir appris sur la chasse et la cuisine au sens large. Merci d'avoir dit votre vision, votre rigueur et l'humilité qui peut sans contraste accompagner l'excellence. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis sûr que, comme moi, cet épisode vous aura particulièrement touché. Il ne se passe pas une semaine sans que depuis, je ne recommande 2, 3, 4 fois d'aller à Kaysersberg, au Champ-Bar, pour vivre cette expérience de table. Pour les étoiles, mais pour la Weinstube, pour la boulangerie, ce pain, pour les chocolats. Parce qu'aller là-bas, c'est découvrir tout un univers sincère. Pas une marque ou un concept, non. Une sincère intention. Allez, vous l'aurez compris, on ne repart jamais vraiment du Champ-Bar. Je vous l'avais dit, on reste marqué par Olivier Nasty. Notez ce podcast sur votre plateforme si vous ne l'avez pas déjà fait. Envoyez-moi un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Prenez un billet pour Colmar et dans le train pour y aller, parlez à votre voisin de votre podcast préféré. Salut!